Cet événement, en fait, de remise de trophées est lié à la création d'un club, donc EAF, le 20 décembre dernier, et aussi à la volonté de la CGPME nationale, et notamment dans le Cher, de vouloir mettre en avant le côté positif, enthousiaste, de la création, de l'entrepreneuriat en général, avec un focus, bien évidemment ce soir, plus particulier sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc je suis très ravi, heureux de pouvoir mettre en avant ce côté positivisme, enthousiasme, dans un moment économique un peu tendu, où là, enfin, ce soir, on va pouvoir vraiment montrer les choses de façon positive, sans occulter évidemment le côté un peu difficile parfois des choses. Mais ce soir, l'intérêt, l'important, c'est de voir des choses positives avec des femmes qui vont pouvoir vous montrer quel enthousiasme elles ont sur l'innovation, sur la création, donc l'entrepreneuriat en général. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, et j'appelle, sans plus tarder, Christine Chesdou, qui est vice-présidente de la CGPME du Cher. Et déléguée à l'entrepreneuriat au féminin. Christine. Merci Emmanuel. Bon, écoutez, je vous dis bonsoir à tous. Emmanuel a fait la longue liste de nos invités. C'est un tel plaisir pour moi de vous accueillir dans ce beau théâtre Jacques Coeur municipal qui a été libéré pour nous ce soir. Et pour cette première soirée des trophées de l'entrepreneuriat au féminin du Cher. Comme Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, cette soirée est organisée dans le cadre du club EAF, constitué le 20 décembre dernier. Donc c'est notre première grande manifestation. Pourquoi, me diriez-vous, la CGPME a-t-elle initié la création de tels clubs, donc EAF, entrepreneuriat au féminin? Geneviève Bell, ici présente, que vous verrez tout à l'heure et que vous entendrez, donc vice-présidente nationale de la CGPME, présidente de la CGPME 91, si je ne me trompe pas, non, peut-être pas, 78, pardon, membre du CESE, présenté à l'automne 2009 un rapport sur l'entrepreneuriat au féminin qui documentait et analysait pour la première fois de manière détaillée la situation des femmes créatrices d'entreprises et dirigeantes de PME et qui en dégageait les premiers grands axes d'action. C'est toujours bon. Geneviève s'est alors engagée à lancer un réseau rassemblant des femmes dirigeantes ou porteuses de projets, mais pas fermée à ce stade-là, aussi avec des femmes ayant un rôle important dans leur département, comme des étudiantes ou des jeunes diplômés qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat. Avec les clubs EAF en constitution, aujourd'hui, en 2013, c'est 75% du territoire français qui est couvert et qui rassemble plus de 3000 femmes entrepreneurs. Ça en fait le plus gros réseau français de femmes entrepreneurs. Après ce travail nécessaire, ce soir nous avons choisi de parler non plus de ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt des leviers qui permettent aux femmes d'entreprendre lorsqu'elles le souhaitent, voire de les inciter à le faire. La table ronde devrait tout à l'heure nous permettre d'identifier les dispositifs et solutions qui vont faire mentir les statistiques actuelles, qui bougent peu, semble-t-il. 6 trophées seront remis à des femmes à la tête d'entreprises et d'activités pour le moins variées, démonstration de savoir-faire de notre département. Les bons moments ne se terminent pas comme ça, la plupart du temps, du moins chez nous, donc nous aurons une belle part de convivialité et nous nous retrouverons dans un deuxième bâtiment historique et important dans notre cité, qui est le Palais Jacques Coeur, dont tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Donc vous le verrez de plus près ce soir et nous irons dans la salle des festins où se tiendra un cocktail. Et avant de donner la parole à Monsieur Roger, qui va représenter l'État ce soir et notre préfet empêché, je souhaitais remercier chaleureusement nos partenaires, alors qu'ils soient parrains des trophées, pour certains, AG2R La Mondiale, Generali, Crédit Agricole Centre-Loire, ERDF, Entreprise Mercier. Les partenaires prescripteurs qui nous ont aidés à identifier les entreprises que vous allez découvrir ce soir si vous ne les connaissez pas. La Chambre de commerce et d'industrie du Cher, la Chambre d'agriculture, la Banque de France, le Crédit Agricole Centre-Loire et KPMG.
Je n'oublie pas pour autant les entreprises qui nous ont soutenus par leur participation pour l'organisation de cette soirée et la ponctuation musicale que vous avez commencé à découvrir tout à l'heure, qui émane du chœur Microcosmos, qui est également un savoir-faire berrichon, qui est reconnu en France et beaucoup en dehors de l'Hexagone. Merci aux adhérents de la CGPME 18 ainsi qu'aux membres qui nous ont aidés à porter ce projet. Et je donne la parole à Monsieur Jacques Roger. Bonsoir à toutes et à tous, et puis encore une fois, veuillez bien excuser Monsieur le Préfet qui était retenu par ailleurs. Je n'ai rien contre aider les gens et plus particulièrement les femmes à entreprendre, mais il faut aussi être conscient qu'il y a des limites et que contrairement à ce que les théoriciens du genre veulent nous imposer, les hommes sont plus inclinés à entreprendre que les femmes. Prenez par exemple les médecins. La majorité de ceux qui ouvrent leur propre clinique, cabinet, sont des hommes, alors que les femmes préfèrent travailler en tant que salariés en milieu hospitalier. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui pense cela. C'est un internaute anonyme suite à l'intervention de Mme Najat Vallaud-Belkacem en juin dernier sur l'entrepreneuriat au féminin. Le constat sur le taux de féminisation dans la création d'entreprises ne progresse guère depuis 10 ans et tourne autour de 30%. Ce n'est pas un problème de compétences, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais il y a plus de fragilité pour les créatrices malgré les aides et soutiens qui existent. Il existe encore beaucoup de stéréotypes du genre de celui donné en début de mon intervention. Pourtant, je pense que les femmes ne devraient pas y prêter attention. À l'occasion du centenaire du ministère du Travail en 2006, le ministère avait réalisé une vidéo retraçant les dates importantes de notre ministère avec des images d'archives impressionnantes et très intéressantes, notamment celles montrant les femmes qui travaillaient absolument dans tous les secteurs d'activité entre 1914 et 1920 du fait du manque de main-d'œuvre masculine. À l'époque, nécessité faisait loi, certes, mais la démonstration de tant de compétences aurait dû permettre un rééquilibrage durable dans les métiers et à l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, pour lutter contre ces idées reçues, il faut commencer pendant la scolarité. C'est d'ailleurs ce que propose Mme Najat Vallaud-Belkacem. Dès la classe de 6e, l'entrepreneuriat féminin fera partie du programme au titre du nouveau parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par la loi Refondation de l'école. Une semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin dans les collèges, lycées et établissements de l'enseignement supérieur sera organisée chaque année. Il faut aussi, bien sûr, améliorer l'accompagnement. À ce sujet, la ministre des Droits des Femmes prévoyait que pour accompagner les femmes voulant créer ou reprendre une entreprise, le gouvernement organisera et coordonnera avec les différents acteurs le premier accueil et renforcera la professionnalisation des réseaux d'accompagnement. D'ici la fin de l'année, la plupart des régions devraient être dotées d'un plan d'action régional associant l'État, la Caisse des dépôts et les collectivités, ainsi que tous les acteurs concernés. La ministre a également souhaité que des aides spécifiques aux femmes chefs d'entreprise soient développées par la Banque publique d'investissement et développer la prise en charge financière des modes de garde. Dans le Cher, nous avons essayé de répondre déjà aux besoins de garde en cas d'horaire atypique avec une action pilotée par le Conseil général et la Directe. Toutefois, sur ce dernier sujet, je pense qu'il faut aussi avancer sur la répartition des charges domestiques et d'éducation dans le couple. Quand on entend certaines réflexions de banquiers lorsqu'une femme vient pour solliciter du crédit en vue de créer une entreprise, ça ne peut que nous interpeller. Mais vous êtes mère de jeunes enfants, est-ce que vous pensez que ça va le faire ? Mais vous savez que c'est dur de créer une entreprise. On imagine mal ce genre de questions avec un père et des jeunes enfants. Il faut donc que les hommes changent leur regard sur les femmes. Il faut que les hommes acceptent le principe de l'égalité, tant sur le champ professionnel que sur le plan familial. Et il y a beaucoup à faire sur les deux champs, et pas seulement dans le regard des hommes. L'initiative de la CGPME ce soir, déclinaison d'une initiative nationale, doit être saluée. Elle participe aux besoins de sensibilisation des hommes et des femmes, des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises. Chacun d'entre nous doit s'interroger sur la manière de faire évoluer les choses pour réaliser l'objectif fixé par Mme Najat Vallaud-Belkacem, celui de passer de 30 à 40% de création d'entreprises pour les femmes. Le chemin est long, mais je pense que nous avons tant dans le Cher des atouts et des expériences réussies à valoriser. Sachez que les services de l'État seront là pour accompagner les acteurs de la création et permettre un développement de l'entrepreneuriat au féminin, comme nous serons impliqués dans d'autres domaines
notamment dans les semaines à venir, au sujet de l'expérimentation qui sera menée sur Bourges en lien avec la délégation aux droits des femmes et pour l'égalité et le conseil régional sur 2 thématiques, l'égalité homme-femme dans les entreprises de 50 à 250 salariés et la question du retour en entreprise des femmes après un congé parental. Bonne soirée. Bien, mais je vous propose de poursuivre par une table ronde. Alors pour cela, j'appelle les représentants de nos partenaires pour les tables rondes, donc AG2R La Mondiale, Generali, ERDF, Créa-École, Maison Mercier et Madame Oconi. Madame la députée. Voilà, Sophie Oconi, donc députée européenne de la région Centre Limousin-Auvergne, 13 départements. Je suis avant tout mère, M-E-R-E, mère de 4 garçons. Et l'organisation pour une mère de 4 enfants voilà, dans une entreprise politique est tout à fait compatible. Et je serais ravie d'intervenir sur quel levier économique pour les femmes à la tête d'entreprise. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Laurent Kessler, je suis le directeur départemental de RDF, donc groupe EDF en région Centre. L'entrepreneuriat, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, puisque je reste salarié d'un grand groupe. Néanmoins, on a dans notre entreprise des similitudes de forme par rapport aux difficultés pour les femmes de progresser dans la hiérarchie, de devenir cadre supérieur, une difficulté dans la vie, mais comme l'a rappelé le directeur de la Directe, ça vient directement de la scolarité. J'expliquerai en détail les répartitions que j'ai au sein de l'entreprise entre les différents services. Pour faire simple, le service RH est constitué d'une population qui est à 100% féminine, les services techniques à 100% masculines, mais quand je publie des postes techniques, quand je reçois 200 CV pour 70 postes publiés, je reçois un CV de femme. Donc voilà, il y a des similitudes de forme par rapport à l'entrepreneuriat, et je vais peut-être les développer un peu plus tard. Merci. Vous avez un micro juste devant vous. Bonsoir, Anne Lavaux-Govillet. Moi, je suis chargée de communication à Generali et je m'occupe également de la communication de l'Observatoire des femmes et de l'assurance que Generali a lancé en 2011. Donc c'est vrai qu'à ce titre, on est forcément sensible au sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Et tout à l'heure, je pourrais vous livrer une photographie un petit peu de la femme chef d'entreprise aujourd'hui, ses attentes, alors certes les leviers aussi pour les aider, et vous parler de quelques initiatives en 2014 pour les accompagner. Bonjour à tous, donc je suis Tatiana Boutrou. Je suis la responsable sur le marché des professionnels pour AG2R La Mondiale, sur le Cher et sur l'Indre. Donc je manage une équipe actuellement de 8 conseillers, dont 2 femmes et une assistante. Je suis maman moi aussi d'une petite fille de 2 ans, avec un conjoint qui travaille dans le 51, donc c'est aussi une organisation et ça se gère. Et je vous présenterai également l'entreprise AG2R La Mondiale qui a la volonté d'accompagner les femmes, que ce soit ce soir des femmes chefs d'entreprise, mais aussi au niveau du groupe par la promotion et la possibilité d'avoir des postes aussi à responsabilité. Bonsoir à toutes et à tous, donc Isabelle Limousin. Je suis la directrice des ressources humaines et des risques du Créa-École. Donc je vais être le banquier. Je fais un coucou à Monsieur Roger tout de suite, parce que je pense que j'aurai un droit de réponse par rapport au message qui est passé. Et l'intérêt, je pense, par rapport à la vision que peut porter une banque sur l'entrepreneuriat féminin, à la fois une banque, en plus une banque du territoire, local, c'est à la fois donner cette vision de ce qui se passe sur le territoire pour les femmes en général, et puis une autre vision en qualité de directeur des ressources humaines, parce que je pense que là c'est lié dans la place de la femme dans l'entreprise, donc ça sera très intéressant. Voilà. Bonsoir, Daniel Mercier, je suis pâtissier chocolatier à Bougie dans le Cher. Alors je suis un peu scotché d'être invité ce soir parce que, alors est-ce que c'est par rapport à ma réputation de bien aimer les femmes, d'avoir créé une collection de chocolat autour des femmes pressées, le fait d'avoir 4 femmes à la maison, enfin mon épouse et
et 3 filles, je ne sais pas trop. En tout cas, l'entrepreneuriat au féminin, enfin pour moi, je fais partie de ces gens qui sont un peu irrités par la journée de la femme, par toute cette mise en avant, parce que je trouve que ça devient un peu dépassé. Et ça me surprend toujours qu'on dise que les banquiers sont réticents à aider les femmes plus que les hommes. Enfin, je suis toujours un peu surpris par ça. Puis je pourrais vous parler de l'expérience dans mon établissement où sur 12 cadres, j'ai 8 femmes et j'ai pas confié ces postes parce que je préfère les femmes, mais parce que c'est elles qui répondaient le mieux aux compétences, et c'est qu'une histoire de compétences pour recruter dans une PME comme la nôtre en tout cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Madame la députée, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dresser un tableau de l'entrepreneur féminin, donc on va dire pour la partie création d'entreprise, est-ce que vous sentez-vous sur le fait que vous étiez beaucoup sur le territoire dans différents départements, est-ce que vous avez une différence aujourd'hui, il y a 10 ans, sur le fait que les femmes se lancent plus dans la création d'entreprise qu'avant? Ou est-ce que ça n'a pas changé? Je pense que nous sommes en France dans une culture latine, dans une culture, des racines latines, dans une culture judéo-chrétienne qui fait que la femme chef d'entreprise, la femme qui entreprend quelque activité que ce soit, n'est pas forcément encore trop dans l'air du temps. Ça ne l'est pas encore en tout cas suffisamment. 52% des citoyens sont des citoyennes, en France et d'ailleurs en Europe. Ce sont les femmes qui sont les plus diplômées, qui disposent à 58,2% des diplômes les plus élevés. Et puis ensuite, quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit comme chef d'entreprise ou comme dans l'encadrement des grandes entreprises ou même des moins grandes entreprises, eh bien, nous sommes obligés de légiférer pour que des femmes compétentes, de talent, arrivent à des postes en haut de la pyramide. Et à ce moment-là, nous devenons des quotas. C'est pas très agréable d'être un quota. Moi-même, je suis née d'une liste homme-femme, numéro 2 bien sûr, puisqu'on est rarement tête de liste quand on est une femme. Et donc, je suis née quota. Et ça fait très mal. C'est très inconfortable. Donc, pour la femme dans l'entreprise aussi. Et puis, vous êtes alors obligé de travailler 2 fois plus pour démontrer votre légitimité, que vous n'êtes pas qu'un quota. Et puis, lorsque vous travaillez, bien, vous avez des résultats. Et là, de quota, vous passez à suspecte. Que veut-elle? Elle veut ma place. Non, on veut juste vous montrer qu'on est à notre bon niveau et qu'on est capable d'assumer la fonction pour laquelle nous avons été soit élus, soit nommés. Et c'est déjà une véritable gageure, on peut se le dire. Alors, au niveau, c'est une réalité, ça n'est absolument pas caricatural, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans la plupart des pays du Sud de l'Union européenne. Sachant que, force est de constater que au nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, mais aussi en Angleterre, il y a des femmes qui ont des positionnements hiérarchiques qui sont beaucoup plus naturels que dans les pays du Sud. Et malheureusement, la France, de temps en temps, se situe plutôt avec le Nord. Dans le cas présent, elle se situe plutôt avec le Sud. Et c'est très dommage. De la même façon, et comme on le disait tout à l'heure, je pense que l'accès à un certain nombre de facilités dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, l'accès à certains crédits bancaires sont, et c'est très clairement mesuré, ne sont pas aussi faciles pour la femme que pour l'homme. Et à ce sujet, je reviendrai certainement tout à l'heure, je pense qu'à travers le fonds FEDER, le fonds FSE, l'Europe peut être un levier économique, et moi-même, je travaille à ce que la BPI dispose d'une enveloppe qui soit une enveloppe entrepreneuriat au féminin, c'est-à-dire spécifiquement dédiée à la femme qui a un projet, parce qu'on est obligé d'arriver à ce genre de spécialité féminine, parce que sur le terrain, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour nous que pour les hommes. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que ça venait de très loin. Il y avait des réflexes en fait, qu'on pouvait acquérir pendant l'enfance, ou à l'éducation assez jeune.
Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette partie-là? Pour vous, votre sentiment, je parle à monsieur, voilà. Voilà, l'éducation, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'éducation pour que les choses puissent plus bouger aujourd'hui? Alors, bon. Déjà, je vais parler un peu de rémunération déjà pour commencer. Hein. Je vais essayer de développer ça en trois temps. Sur la partie rémunération, les entreprises ont aujourd'hui des situations qui sont différentes en fonction des codes éthiques, des chartes éthiques qui les régissent. Alors il y a la partie législative, hein, de toute façon, qui est une obligation, et puis des entreprises qui vont plus ou moins fortement dans cette voie. Alors pour ce qui est du groupe EDF, ça a été réglé depuis quelques années, puisqu'on a des grilles salariales, et à poste équivalent, ce sont des salaires équivalents. Et après, il y a la position des femmes dans l'entreprise, le statut, l'appartenance à des comités de direction. Et là, on a mis en place un système de quotas, parce que ça aussi, ça commence par là, en ce qui concerne l'encadrement. On a 25% de femmes environ dans l'entreprise, et on cherche à avoir 25% de femmes dans les comités de direction. Bon. Après, on est sur des situations, sur les strates intermédiaires dans l'encadrement, sur la haute maîtrise, sur les personnels d'exécution, qui est parfois caricatural. J'évoquais les services ressources humaines, vous avez à la gestion de paie, vous rentrez sur un plateau, vous n'avez que des femmes, mais au niveau des techniciennes, mais également de l'encadrement. C'est-à-dire que toute la structure verticale est une structure féminine. Sur la partie technique, les travaux sous tension, 20 000 volts et au-delà, vous n'avez que des hommes, du bas en haut de la pyramide. Et moi, ce qui me frappe, c'est au niveau des recrutements, l'impossibilité que nous avons à faire varier le curseur sur nos recrutements. Parce que quand on publie des emplois techniques, on n'a que des candidatures d'hommes, pratiquement. Donc, on voudrait faire un effort pour intégrer des femmes, qu'on ne le pourrait pas, parce que d'elles-mêmes, elles ne sont pas candidates. De même que les hommes ne sont pas candidats sur des emplois de type RH, ou sur des emplois de type contentieux dans l'entreprise. C'est un fait. C'est lié certainement à l'image qui est donnée dès le plus jeune âge aux filles. Quand on va dans les IUT, quand on fait des challenges techniques dans les IUT, majoritairement, ce sont des garçons qui sont présents et qui, derrière, ont les diplômes pour entrer sur des emplois techniques, alors que les filles ont des diplômes pour entrer sur des emplois plutôt administratifs. Voilà. On reste quand même sur des clichés à ce niveau-là. Et là, la marge de manœuvre de l'entreprise est quand même limitée, parce que même si on veut faire une discrimination positive, par rapport à un flot de candidats masculins très supérieur au nombre de candidatures féminines, eh ben, on a du mal à déplacer le curseur. Tout à l'heure, vous évoquiez chez Generali des éléments, des actions que vous mettiez en œuvre. Est-ce que vous pourriez un petit peu les expliciter? Oui, tout à fait. Alors déjà, nous, chez Generali, il n'y a pas de quota. On a une femme qui est membre du comité de direction générale et on a 30% de femmes cadres dirigeantes. Ce qui n'empêche pas effectivement de retrouver des métiers qui sont plus masculins et d'autres féminins. Enfin, on est aussi confrontés au même sujet. Nous, ce qu'on a choisi chez Generali, donc via l'Observatoire des femmes et de l'assurance, on s'est positionné non pas sur un réseau de femmes en entreprise dont l'objectif était de promouvoir la carrière, ce qui est évidemment tout à fait louable. On a pris un petit peu l'angle du business. Nous, notre objectif, ça a été de mieux cerner les attentes de nos clientes, leurs besoins, et puis de capter un peu les tendances sociétales qui pouvaient avoir un impact. Donc chaque année, en fait, on réalise depuis 3 ans un baromètre avec l'Institut CSA pour donc mieux cerner et avoir un petit peu une photographie de ce que peuvent attendre les femmes en termes d'assurance. On a fait un focus sur les femmes chefs d'entreprise, donc c'est assez intéressant et ça montre qu'il y a plein aussi de points positifs qu'on peut tirer pour les encourager aussi, encourager d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui ressort rapidement, les dirigeantes d'entreprise en général sont prudentes, mais elles sont prêtes à imposer leur point de vue. Et contrairement à une idée reçue, elles sont moins nombreuses que les hommes à avoir recherché le consensus. Donc elles sont prêtes aussi à monter au créneau, à être en conflit et vraiment à défendre leur position. Elles se caractérisent aussi par une approche stratégique plus prudente que leurs homologues masculins. Elles expriment aussi une vision plus humaniste de l'entreprise et notamment elles sont plus nombreuses à avouer que l'engagement dans le développement durable est important pour elles.
Enfin, sur la question de la parité homme-femme, en général, les dirigeants d'entreprise y accordent une place plus importante que les hommes, mais finalement, ça ne fait pas partie de leur priorité. Donc, ce qui est aussi intéressant, on aurait pu penser que, voilà, une femme chef d'entreprise, tout de suite, elle va se dire, il faut que j'atteigne la parité, parce que moi, étant une femme, j'ai eu aussi des difficultés. Mais non, elles sont vraiment concentrées sur leur activité économique, et c'est vraiment la priorité, faire marcher le business. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Et ensuite, nous, par rapport à notre métier d'assureur, on s'aperçoit par rapport aux hommes qu'elles ont besoin de conseils. Elles ont besoin d'avoir un interlocuteur direct, d'un suivi et puis un petit peu de pédagogie aussi pour bien leur expliquer leurs besoins d'assurance, les garanties, les tarifs, enfin un vrai accompagnement. Et nous, on a aussi un levier important sur ce sujet. Donc voilà, Merci. pour vous donner une image des femmes chefs d'entreprise. Alors, chez AG2R, est-ce que vous faites aussi ce genre des actions particulières ou bien vous accueillez des publics femmes ou hommes de façon indifférenciée? Alors, donc il y a l'entreprise AG2R La Mondiale, et moi je suis plutôt entre guillemets ex-La Mondiale, donc c'est le marché des professionnels, c'est-à-dire qu'on va intervenir auprès de chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales, dans le domaine de la protection sociale. Donc on est amené à rencontrer tout type de professionnels, que ce soit bien sûr un homme ou une femme. On n'a pas aujourd'hui réellement de statistiques. Ce qui est intéressant à dire par rapport notamment à cette soirée où on va remettre des trophées à des femmes chefs d'entreprise qui représentent leur société, il y a aussi beaucoup aujourd'hui d'entreprises où il y a monsieur et madame, et souvent madame elle est un peu dans l'ombre, et pourtant dans la protection sociale c'est souvent elle qui s'occupe de beaucoup de choses. Donc on est quelquefois amené à parler de protection sociale, de retraite du chef d'entreprise, qui est en l'occurrence monsieur, et c'est madame qu'on rencontre, parce que c'est madame qui s'occupe de la société, de la comptabilité, des payes, et puis de la protection sociale de monsieur, avec toutes ces incidences. Donc madame est souvent dans l'ombre, et pourtant elle fait partie de l'entreprise, tout comme monsieur, et si elle n'était pas là, quelquefois la structure ne serait pas existante. Merci. Alors on parlait un peu de l'aspect banquier, justement pour répondre tout à l'heure à ce que M. Roger avait évoqué. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'en tant que banquier, vous recevez des gens un peu différemment, pas vous personnellement, mais que les banques reçoivent dans la globalité une femme différemment d'un homme, pour créer une entreprise ou pour reprendre? Je ne vais pas parler de mes collègues concurrents, je vais parler que de nous, parce que je ne sais pas comment ils reçoivent les clients, mais on ne fait pas de différence. 600 000 clients, 60 000 chefs d'entreprise, qu'ils soient dans le monde professionnel, industriel ou agricole, hein, parce que c'est aussi une spécialité Crédit Agricole. Non, on reçoit tous les clients de la même façon, et je pense que les paroles rapportées par M. Roger sont les paroles d'un homme, pas d'une femme, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a à peu près 25% de chefs d'entreprise féminines. Voilà, donc c'est pas neutre. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, alors j'ai pas de statistiques, c'est pas été étudié, c'est le ressenti du terrain, c'est que une femme va avoir des dossiers mieux ficelés, comme on dit, c'est-à-dire mieux étudiés. Elle va être beaucoup plus prudente, ce qui peut-être justifier qu'aujourd'hui les chiffres avancent pas très vite. Et puis elle va pas, côté banquier, elle va pas forcément avoir recours à l'emprunt. Ça, c'est aussi un trait de caractère d'une femme. Hein. Souvent, on nous dit qu'on est très dépensière. Et ben, dans le milieu finalement entrepreneurial, merci Daniel, on est super prudente en fait. On va mettre un peu. Voilà, donc c'est vrai. Et là, par contre, je crois que statistiquement, c'est des choses qui sont prouvées. Une femme va regarder avant de recourir à l'emprunt. Plus spécifiquement, il va essayer de ne pas recourir à l'emprunt. Et c'est pour ça que derrière les chiffres, je pense qu'il faut décoder encore un peu plus. Ensuite, un point que je partage avec vous, c'est que quand on dit entreprise avec une chef d'entreprise au féminin, on ne comptabilise pas effectivement toutes les entreprises où derrière l'homme, il y a la femme. Voilà. Et c'est une histoire de couple. Et je pense que c'est avant tout ça. Je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas pour les quotas, hein, même si je pense on va avoir finalement
des avis très différents sur le sujet. Je pense que quand on est entrepreneur dans l'âme et qu'on arrive à mettre les moyens, et les moyens ça commence certes par l'école, ça commence aussi après, c'est-à-dire quand on arrive sur le marché du travail, je pense que le rythme de l'entreprise au féminin est différent du rythme de l'entreprise au masculin, parce qu'il y a des temps de vie, ça on le voit également. Nous, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des entreprises quand on sort de l'école qui sont tenues par des femmes, puis après il y a une période, peut-être il y a une petite veille, on va dire, en tout cas une mise en parenthèse, et ensuite on retrouve des chefs d'entreprise quand les enfants sont un peu plus grands, quand ils sont élevés, on a envie de s'investir, et voilà, et de nouveau ça suscite finalement des créations d'entreprises. Voilà, donc je pense que les chiffres sont en train de changer, en tout cas nous on le constate, hein, donc c'est lourd à faire changer parce que les stocks sont là, hein, on va se dire, par contre la tendance est bonne. Et puis juste un petit clin d'œil côté banquier, si aujourd'hui, contrairement à Laurent côté ERDF, moi j'ai une entreprise 61% féminine, enfin 61% des collaborateurs sont des femmes. La difficulté en banque c'est de trouver des hommes. Donc moi si je dois faire des quotas, c'est pas des quotas pour les femmes, c'est des quotas pour les hommes que je vais faire. Voilà, parce que le monde c'est pour moi un équilibre. Et c'est ce qu'on recherche, je crois, dans nos entreprises, c'est l'équilibre, parce que c'est cet équilibre qui est encore la meilleure des choses. Voilà. Donc je pense que c'est un homme, parce que, et pas un homme, et pas un banquier, un homme banquier, Monsieur Roger qui a dit ça, parce que si on tombe en plus sur une femme, je pense que l'écoute d'une femme vis-à-vis d'une femme, quand elle sait les étapes qu'elle va passer pour créer son entreprise, est beaucoup plus active. Voilà. Et je n'ai pas de statistiques là non plus, mais il ne me semble pas, puisque j'ai 2 casquettes RH et responsable du risque, il ne me semble pas en plus que j'ai beaucoup de clientes féminines dans mes services contentieux. Donc elles sont d'autant plus prudentes. Et oui, mais oui, t'as raison. Et puis, autre constat, c'est qu'il ne me semble pas non plus que j'ai vu depuis 20 ans des dossiers plus refusés parce que c'était des femmes que des hommes. Voilà, je pense qu'il y a des dossiers dans lesquels on croit, des dossiers dans lesquels on croit moins, et c'est pas le fait d'être une femme ou un homme qui fait que le banquier va accompagner. Très bien, merci. Monsieur Mercier. Oui. Madame Limousin a parlé il y a quelques instants d'un nécessaire équilibre. Ça dépend de l'entreprise, on voit ERDF, Créa École, pour un équilibrage permanent en fait, entre hommes et femmes. Que pensez-vous du fait d'un rééquilibrage qui soit forcé par des actions, par des journées de la femme, par des actions plus ou moins visibles? Est-ce que vous pensez que sans ces actions-là, sans ces événements particuliers, les choses avanceraient autant qu'aujourd'hui? C'est un peu difficile, c'est une question complexe, parce que de dire est-ce qu'il faut obligatoirement légiférer sur tout, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'on ait un État qui impose tout, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient un peu contraignant, et je pense que c'est une vraie connerie, parce que on va trouver des compétences. C'est vrai, quand on est chef d'entreprise, enfin moi je suis au début d'une histoire, même si ma maison a 101 ans, je suis toujours au début de l'histoire, en train de monter cette PME. Je recrute avant tout en fonction des compétences, en fonction de l'envie. Donc si un jour on vient m'imposer des choses, enfin là je pense que je vais sortir de mes gonds en me disant c'est bon quoi, faut arrêter ce genre de choses. Nous on recrute, alors c'est vrai que dans nos régions, dans le Berry, il faut y être né pour y vivre. Enfin, tous autant qu'on est, on est là et on aime bien cette région. Et c'est vrai, quand on voyage un peu et qu'on revient, on se dit waouh, c'est des fois un peu rugueux quand même. Enfin, si vous connaissez la commune de Baugy, c'est vrai que faut quand même aimer quoi. Hein, voilà. Mais moi, en tout cas, je m'y sens bien. Je suis rentré à minuit et demi. J'étais à Paris sur une grande manifestation où là, malheureusement, il n'y avait que des hommes. C'était les Galeries Lafayette qui récompensaient et qui présentaient les 10 meilleurs chocolatiers de la planète. Donc j'étais là aussi surpris d'être dans les 10. Et c'est vrai que j'ai pris un grand plaisir à rentrer, malgré la neige hier soir, à Baugy. Ça me fait du bien de rentrer chez moi. Mais je vois à travers nos entreprises, nos PME, enfin, j'ai quelques copains ici avec la PM. C'est vrai que nous, on a une bourse d'échange, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup les CV entre nous pour
effectivement, lorsqu'on recrute un homme, essayer de placer madame, ou l'inverse, lorsqu'on a madame, essayer de placer monsieur, parce que c'est aussi un vrai challenge dans notre région, c'est d'arriver à trouver un emploi aux deux, arriver à trouver une école, arriver à trouver une maison, enfin toutes ces choses-là, ça fait partie de notre quotidien. Mais encore une fois, c'est les compétences qui nous font recruter des gens. Moi, j'ai travaillé, je m'occupe avant tout de la création de la maison. Je dessine on a 17 collections par an, donc je m'occupe de ça. Je vous ferai rigoler si je vous dis ce matin, j'ai des gens qui sont venus me rendre visite. J'ai fait 2 boîtes aujourd'hui en chocolat, dont une faisait 17 cm au carré et l'autre 25 cm. J'ai mis la matinée pour faire ça. C'est vrai que je suis pas débordé, hein. Moi, j'ai pas de compte à rendre. Pour faire des petits paquets cadeaux pour nos décorations de vitrines et tout ça, tout en chocolat. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est complexe à faire quand même, donc j'ai un peu peiné. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, 18 mois maintenant, mon adjointe à la création est une femme qui vient d'une grande maison parisienne, de chez Jean-Paul Evin. Là, on est en train de rentrer, il y a une nouvelle collaboratrice qui va rentrer, qui vient là encore d'une belle maison parisienne, la Maison du Chocolat. C'est toujours l'envie de collaborer dans nos métiers. En plus, c'est des métiers de passion. Et puis, bon, je pense que vous parliez de donner le moral. C'est peut-être aussi pour ça que vous m'avez invité, parce que moi, j'ai le moral parce que je mange du chocolat, donc mangez-en plus, hein. Si un jour vous êtes déprimé, appelez-moi. Je ferai des remises en plus, peut-être. Pas jusqu'à la fin de l'année, mais après, je plaisante. Mais c'est vrai que on se rend compte qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas forcément y aller, qui n'osent pas forcément s'affirmer. Enfin, moi, ce que j'ai vu, j'ai mon fils qui est dans une belle école d'ingénieur à Paris, à Palaiseau. Je suis allé faire une conférence là-bas, c'est une promotion de 500 personnes. Il y a beaucoup plus de polytechniciennes que de polytechniciens, en tout cas sur la promo d'il y a 2 ans. Et également, ma fille qui est en école de commerce à Clermont, il y a beaucoup plus de femmes que de garçons. Et c'est vrai que je pense que les générations qui arrivent, on va connaître une vraie révolution. Et à la limite, les mecs, il va falloir qu'on s'accroche un peu. Parce qu'on voit aussi bien dans la cuisine des filles comme Anne-Sophie Pic qui arrivent, Hélène Darroze et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un vrai talent, il y a un vrai savoir-faire et une fibre féminine. Et c'est ce qui est toujours, enfin je ne sais pas si ce que vous retrouvez dans vos entreprises et ce que vous retrouvez tous. Mais moi je trouve qu'en plus elles apportent vraiment quelque chose. Que, comme vous disiez tout à l'heure, la pertinence, moi j'ai des nanas de mon comité de direction, je peux vous dire quand elles disent non, c'est non, quoi. Et c'est parfois un peu rugueux, alors on ne sait pas de quoi ça vient, si le matin elles se lèvent de mauvais poils et tout ça. Enfin en tout cas c'est vraiment, non mais c'est pas ce à quoi vous pensez, hein, mais elles sont des fois de mauvaise humeur. Mais c'est vrai que en plus on a une vraie opposition et je pense que c'est ça qui nous fait avancer au quotidien. Alors monsieur Mercier, on voit bien dans les échanges un petit peu qu'il y a quand même 2 sujets. Il y a le sujet de la place des femmes dans l'entreprise en tant que salariés, en tant que manager, etc., qui là a quand même beaucoup évolué depuis beaucoup d'années. Et puis il y a quand même malgré tout un autre sujet qui est l'entrepreneuriat au féminin, qui est la création ou la reprise d'entreprise pour une femme, qui est quand même beaucoup plus freinée que le fait qu'aujourd'hui les femmes ont des postes, alors c'est pas partout le cas, mais grosso modo aujourd'hui on peut considérer quand même que les femmes et les hommes sont plutôt à égalité sur l'accès à des postes élevés. Donc on voit bien qu'il y a un sujet malgré tout qui est plus complexe que l'autre, qui est la création ou la reprise. On parlait de freins, alors, et puis beaucoup de chiffres qui expliquent notamment certaines choses. On parle de 30% environ de femmes aujourd'hui qui ont, par rapport aux hommes, une entreprise. Mais on dit, vous l'avez dit plusieurs fois, hein, que les femmes se lancent avec beaucoup plus de préparation en amont, et quand elles se lancent, on va dire que c'est beaucoup plus sécurisé. Et les chiffres aujourd'hui qu'on a sur l'EAF montrent qu'il y a moins de femmes qui créent. Par contre, les femmes qui créent rendent l'entreprise plus pérenne parce qu'elles l'ont plus préparée. Voilà, donc c'était juste un petit retour sur le côté chiffre. Alors, très rapidement, j'aimerais que chacun, on va revenir comme ça, puis on finira par Mme Oconi. Si chacun pouvait donner une idée, une action concrète pour aider, non pas à des postes en entreprise en tant que salarié, mais à la création ou à la reprise, pour qu'on passe de 30 à 40, 45%, 50% des femmes qui créent une entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Monsieur Mercier. Une action concrète. Une seule idée, c'est court. Et puis en plus, j'ai pas le temps de réfléchir, c'est sympa, merci beaucoup. Non, mais c'est pas grave, je vais la trouver l'idée. Elle n'est pas là, mais elle va arriver. Je pense que la principale idée, c'est l'envie et d'en parler. Et aujourd'hui, on n'est plus isolé. Il y a possibilité de venir échanger avec un certain nombre
corps de l'État, en tout cas que ce soit les chambres consulaires, que ce soit la BPI et tout ça, au niveau de l'innovation. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour conseiller et donner le petit coup de pouce. Et après, il y a aussi des clubs de chefs d'entreprise, comme l'APM, où on est très demandeur de femmes qui ont envie de créer leur PME et qu'elles viennent aussi nous solliciter. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent régulièrement en me disant « Et si je veux monter ma boîte, comment je dois faire ?» Donc je pense que c'est aussi notre rôle, chef d'entreprise, un peu vieillissant, d'être le relais et de conseiller, de donner des pistes. Donc avant tout, c'est faire naître l'envie d'y aller, quoi. Et puis faire partager notre expérience. Ce qui est évident, c'est que créer une entreprise, c'est un vrai investissement, c'est une vraie envie, mais avant tout, c'est l'esprit d'entrepreneur, c'est l'idée un peu marrante. Moi, j'ai pas de mérite. Mon grand-père était pâtissier chocolatier, papa est pâtissier chocolatier, je suis pâtissier chocolatier. C'est mort de plaine, vous voyez, j'ai pas d'originalité dans ce que je fais. Mais je pense que c'est important de faire naître les envies et puis de donner le petit coup de pouce en conseillant, en aidant. Et justement, je pense que si le tissu économique se maille un peu, ne pas faire confiance qu'à l'État, parce que au bout d'un moment, ils ne peuvent pas tout faire, il faut arrêter de tout attendre. Nous, on est là, les uns les autres, pour serrer les coudes et se donner des idées et aider les créateurs. Donc la bonne idée, c'est de venir justement en parler avec des chefs d'entreprise. Donc donner l'envie. Donner l'envie. En tout cas, j'espère que ces soirées comme celle-ci donneront envie à des personnes dans le public de pouvoir créer et reprendre une entreprise. Je partage. J'ai eu le temps, merci. Je crois, après donner l'envie, il y a les moyens. Je pense qu'il y a des moyens, il en existe, et ça c'est bien, il en existe de plus en plus. Je ne parle pas que des moyens financiers, je parle des moyens qui vont autour de la vie personnelle de la femme. Je pense que c'est un des points les plus importants, il faut rassurer. Il y a l'envie, il y a le fait de dire que ça existe, que ça marche, il y a la communication qui va autour, et je crois simplement, pour moi, il faut poursuivre ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en œuvre qui font bouger les lignes. Il faut juste persévérer parce qu'on sait, dans une situation économique en plus, la femme n'est jamais gâtée. Et donc là, ça serait pire que tout, que dans un contexte un peu plus compliqué en plus, le rôle de la femme dans le développement des entreprises, alors qu'elle a un rôle majeur à jouer, soit en plus freiné. Voilà. Donc donner l'envie, donner les moyens. Oui, pas faire peur. Une idée, une action concrète. Alors, une idée, ça serait de développer les forces que la femme possède en elle, et notamment une qui me vient à l'esprit, c'est de dire, il y a une expression qui peut résumer une des forces de la femme, c'est main de fer dans gants de velours. C'est-à-dire que la femme chef d'entreprise, elle va diriger son entreprise, emmener ses équipes, et en même temps, elle va avoir cet art de communiquer et de quelquefois utiliser les bons mots, les mots justes pour faire passer son message et faire adhérer. Donc c'est vraiment prendre conscience des forces qu'elle a, de ses qualités, et vraiment après de les mettre en avant pour foncer et puis créer ce qu'elle a envie de faire. Très bien, merci. Alors pour compléter une idée et puis une action concrète, nous c'est d'aller à la rencontre des femmes chefs d'entreprise. On a déjà réalisé l'année dernière un pilote. C'est de les rencontrer lors de déjeuners par exemple, de moments de convivialité, de les écouter et puis de les conseiller, nous sur notre métier qui est l'assurance, puisque quand on monte sa boîte, on a besoin de s'assurer. Donc souvent, ce qu'elle nous dit, c'est effectivement que c'est un domaine qui leur paraît ardu, complexe, et nous on propose de les accompagner pour les conseiller au mieux et répondre à leurs questions. Donc peut-être qu'en 2014, notre premier déjeuner, ce sera dans votre région pour rencontrer donc, les femmes chefs d'entreprise ou qui désirent le devenir. Et puis on a aussi la volonté de fédérer les femmes chefs d'entreprise autour de notre démarche performance globale, dont on pourra évoquer quelques mots tout à l'heure lors de la remise des trophées. Bien, je vais reprendre mon propos de tout à l'heure et le compléter un peu, parce que j'ai parlé d'égalité salariale, de quotas. Bon, c'était les premières étapes, mais évidemment ça ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter là. Ce qui compte après aussi beaucoup, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense d'ailleurs pas que ça soit une revendication purement féminine. Les hommes ont également cette revendication-là, et aujourd'hui, force est de constater quand même, à la fois moi, puisque je suis là ce soir et ma femme garde des enfants,
mais dans la vie d'entreprise, c'est souvent ça, dans la mienne. Et la garde d'enfants, aujourd'hui, c'est aussi un problème. Donc, dans les entreprises, on a pu mettre en place des chèques emploi-service pour permettre la prise en charge des enfants à des horaires qui sont des horaires inhabituels. Donc, il y a certainement quelque chose à faire aussi au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des structures publiques, de façon à accueillir les enfants parfois à des horaires décalés. Donc, il y a quelque chose à faire. Et puis, l'autre action, c'est valoriser l'image de la femme qui entreprend, la mettre en avant, et je crois que c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, évidemment, l'action que l'on mène ce soir contribue à faire bouger les lignes. Merci. Alors, on va conclure cette table ronde avec vous. Vous évoquez... Je veux quand même dire je veux quand même répondre à la question que vous avez posée. Moi, il me semble qu'il y a un élément utile à la femme pour réussir dans sa carrière de chef d'entreprise ou de politique, parce que finalement, politique c'est aussi une entreprise, eh bien c'est qu'elle soit bien mariée. C'est un vrai sujet. Il faut qu'elle soit bien mariée et qu'elle ait un mari qui accepte voilà, les contraintes que nécessite ce partenariat qui est, quoi qu'on dise, qui n'est pas naturel dans notre culture française. Et donc, c'est un des éléments majeurs. Je suis désolée de vous le dire, mais je suis sûre que j'ai raison, parce que moi-même, je suis bien mariée, et que je ne serais pas celle que je suis si je n'avais pas le mari que j'ai. Voilà. Très bien, merci. Alors, pour conclure cette table ronde, vous évoquiez tout à l'heure, Madame la députée, le fait de pouvoir donner des moyens, des financements. J'aimerais que vous évoquiez rapidement en fait, deux points essentiels. La BPI, mais aussi tout ce qui est fonds européens, les FEDER, pour dire quel effet de levier ça peut avoir sur les femmes qui veulent créer ou qui veulent reprendre. Oui, j'y viens tout de suite. Je voulais juste dire, je suis contre les quotas. Je sais pas, j'ai peut-être pas été très claire. Je suis née de ça. Je sais trop combien ça fait mal pour être contre les quotas. Et je suis contre la législation pour la législation. Elle empêche d'avancer, à mon avis. Mais j'avoue que le quota permet quand même de faire avancer la cause de la femme. C'est évident tant dans le monde de l'entreprise que dans le monde politique, malheureusement c'est comme ça. Alors pour ce qui concerne la BPI, alors la BPI aujourd'hui, monsieur le directeur de la Directe, c'est une structure qui fonctionne, qui est en démarrage, je dirais. Il lui manque, à mon avis, et c'est ce que j'ai dit à madame Belkacem, je trouve qu'il lui manque cette dimension. Parce que là où je ne suis plus d'accord, alors évidemment le Crédit Agricole intervient énormément sur ces territoires, mais un magazine, genre combien ça coûte ou ça se discute, enfin je ne sais plus le nom du magazine, mais peu importe, un magazine de consommateurs, a fait une enquête et à dossier identique, l'un porté par un homme, l'autre porté par une femme, sur un certain nombre de territoires français. Celui de l'homme a été financé, pas celui de la femme. Donc il y a eu, alors c'était très factuel, et je pense que dans les chiffres dont nous disposons, il y a une certaine discrimination qui n'est pas, comment dirais-je, clairement, qui n'est pas explicite dans les banques, mais qui est implicite dans l'esprit de certains de ceux qui montent les dossiers. En tout cas, c'était le résultat de cette enquête. Alors après, on peut en discuter, mais c'était, me semble-t-il, une enquête relativement factuelle. Et c'est dans ce cadre-là que moi, je souhaiterais que la BPI, et à ce titre, nous avons rendez-vous avec son directeur, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la BPI prévoie une enveloppe qui permette de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est un des combats que, à travers une association que je préside au national, qui s'appelle Femmes au centre des débats, au centre des enjeux, au centre des vraies questions, eh bien je voudrais que cette association permette de faire évoluer dans le sens de l'entrepreneuriat féminin la BPI. Pour ce qui concerne le FEDER, le FSE, le FEADER, ce sont des leviers économiques que nous devons tous et toutes étudier avec beaucoup d'attention. Ce sont des moyens, 18 milliards pour la France, sur un programme de 7 années, nouveau programme qui va démarrer le 1er janvier 2014, avec de véritables enjeux pour nos territoires. Il y a effectivement un certain nombre de fonds européens qui vont financer des projets pour les futurs candidats au municipal, des projets d'équipement pour les territoires, mais à 75%,
Le FEDER réfléchit désormais pour les entreprises. Et nous, les Français, nous ne nous sommes pas du tout appropriés l'idée que l'Europe peut intervenir directement auprès des entreprises. Il faut qu'on le regarde ce sujet avec beaucoup d'attention. C'est la recherche, c'est l'innovation, mais c'est aussi la conquête de nouveaux marchés à l'international, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'activité numérique, tant dans l'équipement pour les collectivités du très haut débit, mais c'est aussi pour les entreprises, le e-commerce, la e-conquête, mais c'est aussi tout ce qui concerne la biodiversité, c'est tout ce qui concerne le développement durable, c'est aussi tout ce qui concerne les énergies bas carbone, un chef d'entreprise qui va investir dans une machine qui sera moins consommatrice d'énergie et qui travaillera par exemple avec un circuit fermé en eau, eh bien sera aidé financièrement par, pourra être aidé par des fonds européens. Bref, aujourd'hui on a un panel qui va s'offrir à nous au 1er janvier 2014 et qui va permettre à des PME, TPE, y compris par exemple la réhabilitation puisqu'on parlait tout à l'heure de zones rurales, la réhabilitation d'un bâtiment agricole en un gîte rural, eh bien aujourd'hui c'est financé par l'Europe parce que c'est une nouvelle offre touristique et que la France, comme l'Italie, comme la Grèce, va devenir un haut lieu de tourisme et il faut que nous les Français, nous nous préparions à recevoir les nouveaux consommateurs du tourisme français que sont ceux qui viendront des BRICS. Bref, de nombreux sujets et moi je vous propose, et je vous donne rendez-vous monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, je viendrai volontiers, dans le cadre d'une réunion de travail cette fois-ci, proposer avec une personnalité de la Commission européenne, eh bien, présenter à vos adhérents concrètement tous les axes d'éligibilité et quels sont les types de projets que financeront, tant pour les hommes que pour les femmes, que financeront les fonds structurels européens à partir du 1er janvier 2014. Parfait, c'est bien noté. On sera bien contacté pour ça. C'est noté. Merci. Alors, je pense que de l'argent, il y en a. Des projets, il y en a un peu moins, que ce soit du côté des hommes et des femmes. Et ce n'est pas une communication telle que vous la citez, qui dit qu'effectivement, à deux dossiers identiques, celui de l'homme est pris, celui de la femme ne l'est pas. Je ne sais pas d'où sort l'analyse, mais en tout cas, ça n'encouragera sans doute pas les jeunes femmes à aller voir les banquiers. Je pense que l'État peut faire des choses, mais ne peut pas tout faire. Et qu'il y a un tissu, aujourd'hui, l'État a besoin de fonctionner avec les banques, les territoires ont besoin de fonctionner avec les banques, et rien que ça, je trouve que c'est décourageant. je vous propose de rester parce que vous avez des trophées, donc il faut que vous restiez ici. Alors, je vais demander à Mme Bell de venir pour conclure cette table ronde. Donc moi j'ai noté en fait qu'il fallait donner de l'envie, donner des moyens, développer les forces et les qualités en fait des femmes, mettre en avant, faire des rencontres, équilibrer aussi le côté pro et perso, notamment tout ce qui est garde d'enfants, etc. Et puis aussi j'ai bien noté d'être bien marié. Bon, merci pour le petit exercice que tu me proposes. Donc d'abord je voulais dire que c'est avec une grande émotion que je me retrouve là, au bout d'un an, parce que j'étais venue il y a un an pour le lancement de votre club et vous avez fait un chemin formidable, une soirée qui est vraiment très bien organisée et ça ne m'étonne pas du travail fait par Christine et par Annie-Lucie. Donc bravo à toutes les deux et bravo aussi à votre président, parce que tous les présidents des CGPME de France n'ont pas eu, comme tu as eu Emmanuel, l'ouverture d'esprit pour dire on y va sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc merci à tous les deux. Alors, donc si j'ai bien compris, j'ai deux exercices à faire. Le premier, c'est de faire un petit peu le tour de tout ce que vous avez dit dans cette table ronde, et le deuxième c'est de vous dire comment est née l'aventure EAF, donc à la CGPME, et là on en est à l'heure actuelle. Alors je vais vous prendre les uns après les autres, excusez-moi, j'ai noté, j'ai pris quelques notes, ça va pas être évident. Donc Madame la députée, votre première explication c'était les quotas. Alors je ne suis pas une femme quota puisque je suis passée juste avant les quotas. Mais j'étais contre les quotas. J'ai travaillé après sur la loi Copé-Zimmermann et là je me suis rendu compte qu'on était bien obligé
d'avoir des quotas, mais je suis OK pour les quotas si c'est quelque chose de limité dans le temps, juste pour donner un coup de pouce, pour permettre de remonter une situation difficile. Voilà. Mais après ça, je ne veux pas entendre parler toujours de quotas, parce que voilà, vous en souffrez d'être une femme quota, et on est capable d'arriver sans les quotas. Alors, EDF, vous avez parlé de poste égal, salaire égal. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. Hein. Donc 25% de différence de salaire, non pas imputable au chef d'entreprise, mais par contre, il reste quand même, quand on a pris tous les critères qui font changer ce salaire, c'est-à-dire le temps partiel, les arrêts pour les enfants, les arrêts pour les personnes âgées dépendantes, etc. La part qui reste au niveau de l'entreprise est tout de même de 9%. Voilà, donc ça, il va falloir effectivement qu'on travaille dessus. Alors, il y a peut-être des groupes comme le vôtre qui travaillent plus particulièrement et qui arrivent à ne pas avoir de différence, mais la moyenne nationale, on est encore à 10%. Alors après, Generali. Donc de tout ce que vous avez... On a 5 minutes, alors je vais très vite. Alors, Generali, donc ce que je vais retenir, vous, de votre... intervention, c'est que vous avez plusieurs fois parlé d'exemples, etc. Donc je crois énormément au rôle modèle, et je crois qu'il faut effectivement travailler sur le rôle modèle. AG2R, la mondiale, vous avez parlé d'ombre, de femmes dans l'ombre. C'est vrai, mais les femmes vont en sortir, ne vous inquiétez pas. Alors, Crédit Agricole, donc... alors là, c'est formation des banquiers. J'ai entendu beaucoup de choses sur les banquiers. Il y a des choses qui sont vraies. J'ai reçu une femme la dernière fois qui m'a raconté qu'effectivement, elle était allée voir son banquier, et puis au bout d'un quart d'heure, elle lui a dit « Qu'est-ce qu'on attend ?» Et le banquier lui répond « On attend votre mari. » Alors, voyez voyez, Madame la députée, il ne faut peut-être pas être toujours bien mariée pour monter une entreprise. Donc voilà, donc sans mari, il fallait qu'elle... Et puis la pauvre dame, elle avait aussi voulu racheter un bateau de pêche, hein, il faut quand même le dire. Alors je pense que le problème des banquiers vis-à-vis des hommes et des femmes est un vrai problème à l'heure actuelle, mais il n'est pas forcément dû à une différence de genre. Il est dû aussi parce que les banquiers ne connaissent pas tous les nouveaux métiers des services que les femmes veulent créer. Et donc, on est en train de voir comment faire une formation dans certaines banques pour les banquiers, non pas pour la différence homme-femme, mais pour ces nouveaux métiers. Et c'est de là que viennent les problèmes. Voilà. Alors, quota masculin, oui, bien sûr, on va y arriver. Monsieur Mercier, j'ai juste retenu que vous faisiez de très très bons chocolats et que, homme ou femme, il fallait quand même le faire. Merci. Alors, l'EAF à l'heure actuelle, je ne vais pas vous raconter comment ça s'est passé, puisque je me reste une minute, 2 secondes. Bon. Alors, je vais simplement vous dire que j'ai fait une étude au Conseil économique sur l'entrepreneuriat au féminin que j'ai publiée en 2009. Il y a eu beaucoup de compliments, mais ça s'est arrêté là. Et quand la ministre Najat Vallaud-Belkacem a été nommée, j'avais fait un livre blanc, enfin on l'avait fait tous ensemble en France, un livre blanc qu'on a remis aux différents présidentiables. Et le ministère de Najat Vallaud-Belkacem a tout de suite pris contact avec moi et on a travaillé. Elle a monté un copil sur l'entrepreneuriat au féminin et j'ai tout de suite fait partie de ce copil, donc je travaille énormément avec elle sur tous ces sujets et elles ont sorti, donc avec Fleur Pellerin et Geneviève Fioraso, le plan Entreprendre au féminin. Donc on retrouve, j'en suis très flattée d'ailleurs, pratiquement tout ce qui est là-dedans, donc on le retrouve dans le plan Entreprendre au féminin. Et il y a un copil qui continue, dont je fais partie. Il y a eu un observatoire de montée, j'en fais partie. Là, il y a eu beaucoup de choses. Bon, voilà, on continue. C'est la chose que je voulais vous dire, parce que il y a tous ces freins que vous avez levés les uns les autres, qui restent encore, et il va falloir
qu'on voit comment on va pouvoir les lever. Alors autour de cette table, dans ce copil, autour de la table, on retrouve la BPI, la BGE, etc., etc. Tout le monde est là, la Caisse d'épargne, tous les banquiers, tout le monde est là. Et on travaille depuis 1 an tous ensemble pour faire progresser cet entrepreneuriat. Le plan est très ambitieux, je ne suis pas personnellement persuadée qu'on va arriver, mais il faut dire qu'on va y arriver. Il est, comme vous l'avez dit, monsieur le représentant de l'État, de 40%, mais vous n'avez pas donné la date de fin. Alors la date de fin, c'est que 2017. C'est-à-dire vouloir passer de 30% à 40% en 2017, je vous assure qu'il va falloir qu'on bosse tous. Il faut des départements comme ceux-là pour faire progresser cet entrepreneuriat. Merci. Ce que j'ai pas compris.